Donc il revient maintenant à Philippe Denimal de nous expliquer, de nous faire comprendre encore mieux ce que sont les classifications, les compétences et l'appréciation et leur rôle dans les politiques de rémunération. Donc Philippe Denimal, nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc vous êtes sociologue du travail, consultant, mais pas seulement, puisque vous enseignez à l'École des mines de Paris et dans différents masters universitaires. La question des classifications professionnelles est un sujet très connu de vous, puisque en 1996 déjà, vous publiez au PUF un que sais-je sur la question. Et donc, nous comptons sur vous pour en savoir davantage. Voilà, et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui et toute la journée. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez échanger avec lui par la suite. Très bien, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Merci de faire référence au que sais-je. C'était une grande époque, en effet. Mais il y avait des bouquins avant, déjà. Donc, dès 92, voilà, je suis né, mon mémoire de stage auprès de Renaud Saint-Saulieu, il y a fort longtemps, portait déjà sur les grilles de classification, comme quoi, quand on est marqué, eh bien, on l'est probablement pour toute sa carrière. En tout cas, ça a été mon cas. Juste un mot sur ce que je fais, d'où je parle, comme on dit. Moi, je prends beaucoup de plaisir et d'intérêt à accompagner l'ensemble des partenaires sociaux, j'insiste, sur ces questions de reconnaissance, de valorisation, de rémunération, naturellement. Et ça s'étend des grandes entreprises jusqu'aux entreprises de taille plus modeste, en passant par des comités d'entreprise, pour lesquels je réponds au titre d'expert, ou bien d'organisations syndicales en tant que telles, fédérations ou confédérations, ou organisations d'entreprise, et commissions paritaires de branches professionnelles également. Voilà, ce qui donne un spectre assez large pour que, en effet, j'ai quelques petites idées sur le sujet rémunération. Et je vais essayer d'en partager 4 avec vous. Et puis, voilà, je vais partir d'une petite histoire, pour ne pas vous endormir en début de journée, une petite histoire véridique et qui va donner un peu un fil conducteur à la suite de mon intervention. C'est une histoire d'ailleurs que je relate, j'en profite pour évoquer le dernier bouquin paru l'an dernier, Les leviers essentiels de la rémunération. Je relate cette histoire dans le livre parce qu'elle me paraît tout à fait symptomatique. C'est une amie qui bosse toujours dans l'industrie pharmaceutique et qui bénéficie d'une augmentation de salaire de 6%. Il y a plus de 10 ans, donc il y avait de l'argent chez l'industrie pharmaceutique, etc. Et elle est ravie, et son responsable hiérarchique lui dit qu'en effet, elle a vachement bien bossé au cours de l'année écoulée. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a cette forme de reconnaissance en termes de rémunération. Elle est ravie, tout va bien. Elle rencontre sa N+2, du responsable, quelques temps après, qui lui dit c'est surtout parce qu'on vous a mis sur des projets importants l'année prochaine, et qu'on veut vraiment vous motiver pour la réalisation parfaite de ces projets. Ah, elle est un peu décontenancée, elle a 2 versions différentes, et je lui dis, écoute, t'as qu'à aller demander à la direction des ressources humaines le fin mot de l'histoire, et ce sera peut-être plus simple. Et la direction des ressources humaines lui dit, vous n'avez pas bien compris, c'est parce qu'on a fusionné avec un autre laboratoire, et on est obligé d'harmoniser les salaires pour respecter à travail égal, salaire égal. Et je dis à la fin de l'encadré, faillite de la politique de rémunération. Faillite absolue de la politique de rémunération. On ne peut pas conduire une politique de rémunération un peu digne, un peu motivante, à supposer que la rémunération le soit, mais je pense qu'elle l'est pour une large part, sans clarifier, sans être au clair sur ce que l'on paye, avec quels outils, avec quels moyens et à quelle hauteur. Sinon, on est dans une forme d'obscurantisme, on est dans de l'occulte, du dissimulé, du pas clair en tout cas, et ces ambiguïtés, ces difficultés, ces confusions, elles ne génèrent pas, en tout état de cause, les effets qu'on attend d'une politique de rémunération un peu saine et un peu transparente.
Et quand je dis un peu, on va voir que, enfin en tout cas j'ai le sentiment qu'il faudrait qu'elle le soit plus qu'elle ne l'est aujourd'hui dans la majorité des cas. Alors, à partir de cette petite histoire, je vais développer les 4 points que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut distinguer les différents leviers de la rémunération et comment on peut les distinguer. Deuxième point, comment on construit tout ça concrètement. Je vais aborder naturellement la question de la concertation, de la négociation avec les organisations syndicales, mais pas seulement, c'est une posture, c'est une logique plus de dialogue. Un troisième point sur un focus sur comment est-ce qu'on peut reconnaître, évaluer, payer des compétences mieux ou plus ou différemment que de l'évaluation d'emploi comme on l'a fait habituellement. Et puis un dernier point qui sera relatif à la manière, à l'évaluation de la manière de travailler et la manière la plus objective possible d'aller sur ce terrain de l'appréciation individuelle ou de l'évaluation personnelle. Alors, distinguer les différents leviers. Oui, on a différents objets à évaluer dans l'entreprise et qui ne sont pas de même nature et qui méritent de l'être de manière distincte, de manière claire, pour éviter la confusion que j'évoquais tout à l'heure. Et à ce titre, on a ne serait-ce que 2 leviers principaux. Le premier, c'est celui qui est relatif à l'évaluation des contenus de travail, l'évaluation du contenu des emplois, tout ce qui touche à la qualification requise, aux connaissances requises dans le cadre de l'emploi en question, au savoir-faire, si on veut. Au passage, je pourrais faire une parenthèse sur les questions liées à la formation. Dans le cadre de l'évaluation des contenus d'emploi, ce qui m'intéresse toujours, pour ce qui me concerne, c'est de traduire les formations en contenus d'emploi, qui conduisent eux-mêmes à une évaluation. Ce n'est pas tant d'évaluer la formation elle-même. Je dis souvent, l'emploi n'est pas diplômé, c'est la personne qui l'est. Or, si on se dit que dans ce premier levier, dont vous voyez bien qu'il va avoir trait aux grilles de classification et pas à autre chose, ce premier levier qui vise à évaluer les contenus d'emploi, eh bien, si on parvient à traduire la formation en termes de référence, la formation non pas requise, puisqu'à l'exception des emplois réglementés, il n'y a pas de formation requise, en principe. Cette formation, si on arrive à la traduire en contenu d'emploi, alors on peut naturellement intégrer ces éléments-là au titre des connaissances à acquérir pour réaliser convenablement l'emploi, pour l'effectuer de manière satisfaisante. Alors, du coup, sur ce strict levier de l'évaluation du contenu du travail, on est bien sur une logique de classification. Classification de branches, classification d'entreprises, naturellement plus favorable, quand il y a une classification d'entreprise plus favorable que le texte conventionnel. Il n'y a pas d'inversion des normes sur ces sujets-là, nonobstant les lois Aubry puis Fillon 2004 par le passé. Donc sur salaire et classification, l'entreprise peut très bien bâtir des accords ou des textes de son côté, mais qui méritent d'être plus satisfaisants, plus favorables plus satisfaisants, c'est pas toujours le cas, plus favorables en tout cas juridiquement que le texte conventionnel. Ces classifications ne vont fixer que des salaires mini. Dans certains cas, des salaires maxi, mais c'est autre chose. Dans la plupart des cas, donc, on est dans une logique de salaire mini. Le contenu du travail, l'évaluation du contenu du travail amène à un salaire en deçà duquel on ne peut pas être payé quand on maîtrise l'emploi en question. C'est naturellement une garantie collective. Et puis, je n'ai pas le temps, mais ce serait passionnant d'aborder les questions historiques sur ces aspects-là. Je vous rappelle juste qu'en matière de barème
tarifaire, de grille de classement d'emploi, de hiérarchisation d'emploi, de grille de classification telles qu'on les entend aujourd'hui, les canuts de Lyon 1831, de 1919, je passe sur naturellement le Front populaire avec les grilles régionales, les coefficients. 1968 passe par là aussi, avec une renégociation des grilles dans les accords de Grenelle. Et puis 1975, la naissance des critères classants dans la métallurgie qui font tache d'huile dans quasiment toutes les autres branches par la suite. J'en aurais fini quand j'aurais évoqué 1982 avec l'une des lois Auroux relative au réexamen, pas négociation, réexamen, des grilles de classification conventionnelle tous les 5 ans. Et pour en arriver, ce sera mon troisième point tout à l'heure, sur la question de la reconnaissance des compétences via le fameux accord à Cap 2000 dans la sidérurgie. Bref, on voit bien qu'il y a toutes ces dates citées, c'est juste pas c'est pas par forfanterie, c'est juste pour expliquer qu'il y a une histoire sociale sur les questions de classement d'emploi. Bernard parlait tout à l'heure de marqueur social, on est là-dessus, on est sur de la construction sociale, en l'occurrence qui s'explique là aussi par l'histoire, par les différents événements qui sont intervenus et qui font qu'aujourd'hui on est face à un système qui existe en France, qui n'existe pas dans d'autres pays, y compris en Europe naturellement, et qui est fondateur, qui représente en effet aux yeux des salariés, aux yeux des DRH aussi, aux yeux de tous, des garanties sociales, des garanties collectives qui sont très utiles parce que précisément en matière de rémunération, on n'est pas forcément dans de l'objectivité pure et parfaite, un euphémisme. Et donc, à tout le moins, si on dispose d'outils qui permettent de fixer un peu les choses, d'être dans une logique collective, encore une fois, d'être dans une logique de reconnaissance à minima, c'est bien le sens des salaires minima d'ailleurs, c'est un bon moyen d'équilibrer une politique de rémunération. Second levier, naturellement, l'appréciation individuelle. Naturellement, je dis naturellement, je sais bien qu'en disant ça, il y a débat. Faut-il individualiser les salaires ? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, on va dire. Ce que j'explique souvent, c'est que donc cette appréciation individuelle qui n'a plus à voir avec l'évaluation du contenu de l'emploi, mais qui a à voir avec la qualité du travail personnel, la contribution personnelle dans le cadre de son emploi, espèce de mise en relief de cet objet qu'on a classé dans le point précédent. Elle est naturellement plus subjective, elle est forcément moins encadrée. Il y a beaucoup moins d'accords de branche qui évoquent l'appréciation individuelle, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup moins que des grilles de classification par définition, puisque grilles de classification, il y en a dans toutes les conventions collectives. Un des fondements. Donc on est forcément sur une part plus subjective. La question qui se pose donc, c'est comment est-ce qu'on équilibre tout ça ? Et les garanties collectives, la classification, le contenu de l'emploi, combiné à ce second levier important qui est relatif à l'individualisation salariale, j'y inclus naturellement les parts variables, ça paraît être une bonne façon d'aborder la question des rémunérations de manière, encore une fois, équilibrée, de manière un peu ouverte. En disant ça sur mes deux leviers principaux, je passe sur d'autres leviers de la rémunération. Évidemment, je les cite même pas parce que je ne voudrais pas en citer certains seulement, mais vous les avez en tête. En parlant de ces deux leviers principaux, évaluation de l'emploi, évaluation non pas de la personne, parce que ça c'est pas bien, mais l'évaluation du travail de la personne, qu'on peut distinguer et entre lesquels moi je mets un cordon sanitaire tout à fait important. On voit bien que d'un côté, on a une logique transversale, garantie collective c'est vrai, mais pas seulement, c'est une logique transversale au sens de, puisqu'on évalue l'ensemble des emplois d'une branche ou d'une entreprise, on a une nécessité d'une vision globale de l'ensemble de ces emplois.
Et à cette vision globale répond naturellement qui prend en charge, qui mérite de prendre en charge ces aspects-là, naturellement la fonction RH. Je dis naturellement la fonction RH, parce que là aussi c'est pas si évident. Un certain nombre de cabinets anglo-saxons, internationaux en particulier, que je ne citerai pas, prétendent qu'il est désormais possible que cette évaluation soit faite par les managers, les encadrants. C'est casser justement cette logique de transversalité et cette nécessité d'avoir une vision globale de l'ensemble des emplois pour produire une hiérarchisation des emplois efficace, pertinente. Ce sont ces mêmes cabinets anglo-saxons qui prétendent que désormais les vieilles descriptions d'emploi d'autrefois, c'est pas vraiment très utile, c'est très compliqué, c'est très technocratique. Donc une demi-page, ça suffit bien. De toute façon, l'encadrant, il connaît le travail des salariés qui bossent dans son équipe. Et puis comme c'est à lui qu'on va demander l'évaluation des emplois, tout va bien. Et puis la fonction RH est libérée de ce fardeau de l'évaluation qu'est la classification. Je n'y crois pas une seule seconde, naturellement, et compris. En revanche, dans cet équilibre global, si la fonction RH a bien en charge les questions d'évaluation, de classification, du moins en termes de résultats, parce que naturellement, elle va s'alimenter des descriptions d'emploi précisément réalisées par les encadrants. L'autre levier va permettre justement de dire, eh bien voilà, les choses sont assez simples et assez claires, me semble-t-il, même si ce n'est pas ce qu'on voit dans les entreprises. L'autre levier va justement mettre l'accent sur l'encadrement et les managers qui vont avoir la charge de réaliser cette individualisation salariale. C'est parfait. On a deux leviers qui disent des choses très concrètes, entre lesquelles on met une frontière nette. Je ne les redis pas, mais vous les avez désormais en tête, et on a de ce fait la possibilité de clarifier tout à fait une politique de rémunération en expliquant, le cas échéant, à mon ami de tout à l'heure, à quel titre elle a une augmentation de salaire. Ou à quel titre elle n'a pas d'augmentation de salaire. Mais justement, les choses peuvent s'expliquer autrement que par une espèce de melting pot, espèce de mélange dans lequel finalement on utilise n'importe quel élément pour expliquer une augmentation ou une non-augmentation, encore une fois. Donc j'ajoute qu'au travers de cet équilibre qu'on peut trouver facilement, il y a naturellement un balancier au fil du temps. Et si dans les années 90-2000, on était pas mal sur les questions d'individualisation salariale, on est peut-être aujourd'hui, crise ou pas crise, je ne sais pas, dans une logique où on met davantage l'accent sur on recentre, disons, sur la fonction RH en dessaisissant peut-être le management de ses prérogatives. Alors peut-être parce qu'il y a moins d'individualisation salariale possible, du coup ça donne un élan naturel à recentraliser et à renvoyer vers la fonction RH ces aspects-là. À mon sens, on n'a pas de raison, mais cela dit, ce balancier, là aussi, il est culturel, il est social, il est tout ce qu'on veut, on ne le maîtrise pas, ou très peu finalement. Mais en tout cas, c'est intéressant de constater qu'on passe d'un levier à un autre plus volontiers en fonction des périodes. La période 90-2000 que j'évoquais, vous vous souvenez de certains bouquins dont le titre était « Tous des RH », sauf erreur. Tous des RH, ça veut dire quoi? Ça veut dire on met toute pardon, je ne trouve pas l'expression que on cherche à mettre le focus ou l'importance sur l'encadrement, le management, et on dit finalement tout se passe autour de ça, autour de lui, de l'encadrant. Et ça explique aussi les techniques de broad banding, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des classifications à bande large qui ont moins de sens, voilà, sous prétexte qu'on met l'accent sur l'individualisation salariale, y compris l'encadrant qui produit l'évaluation de l'emploi, etc. Donc,
je ne crois pas aux extrêmes pour ce qui me concerne. Donc le balancier, je le vois au travers des interventions que je réalise, etc. Il est sain d'une certaine façon. Il permet de savoir, il permet finalement de modifier un peu la position du curseur entre les deux extrêmes. Il ne faut juste pas tomber dans ni l'extrême de la fonction RH centralise et dirige tout, ni l'extrême on confie l'ensemble des responsabilités de rémunération au management avec un focus mis sur l'individualisation salariale. À titre d'exemple, juste simplement, il y a un accord d'une grande entreprise française en cours qui est soumis à signature des organisations syndicales en ce moment. Et à propos de cette confusion qui est vraiment pas une bonne idée, je vous cite juste, je vais citer dans ce projet d'accord un paragraphe qui montre à quel point, y compris quand l'entreprise a des moyens RH, a des moyens d'experts, parvient à cette confusion néanmoins dans le texte lui-même, ce qui est juste dommage et très handicapant pour la suite. Un système de niveau dans ce projet de classification, un projet donc, qui mentionne des niveaux relatifs au contenu d'emploi. Donc on pourrait s'attendre à ce que les échelons à l'intérieur de ces niveaux rendent compte d'autres choses, en l'occurrence la manière de travailler, de la qualité du travail, de la contribution, etc. Or, je vous livre ce paragraphe, cette progression d'échelons, permet de prendre en considération la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste ou l'emploi. Elle reconnaît la qualité du travail fourni par la pratique courante des activités professionnelles, la contribution professionnelle individuelle de l'agent aux objectifs collectifs et, pour les cadres, l'atteinte des objectifs individuels. Et enfin, elle peut permettre de prendre en compte, entre autres, l'évolution éventuelle de la fiche de poste. On a dans ce paragraphe la fiche de poste, la qualité du travail, la maîtrise de l'emploi, l'expérience acquise, il manque l'âge du capitaine. C'est très dommage, c'est juste qu'on ne se donne pas les moyens de cette clarification. Comment est-ce qu'on construit tout ça? Mon second point. Comment est-ce qu'on construit tout ça? On le construit, si possible, de manière concertée et en négociant les dispositifs et les outils en question. On peut ne pas le faire. On peut ne pas le faire et soumettre le projet à information, consultation des instances ou soumettre à signature quand il s'agit d'une grille de branche. J'ai été en contact avec une entreprise récemment qui, les yeux dans les yeux face aux organisations syndicales, une direction disant, une DRH disant, on ne négociera pas là-dessus. On ne négocie pas sur ni le classement, ni la manière d'évaluer ou de rémunérer le personnel. Alors, j'étais en position d'expertise dans cette entreprise et il semble peut-être qu'à la fin de l'expertise, des RH se soit donné du temps d'une part et peut-être entre dans une plus grande logique de concertation, sinon négociation. Tant mieux. Mais je trouve que là aussi, on passe à côté d'une occasion en or de faire de la concertation ou de la négociation sur des sujets qui sont, il est vrai, extrêmement sensibles, extrêmement techniques, extrêmement sociaux, si j'ose dire. Mais justement parce que c'est très compliqué, c'est encore plus intéressant de mettre les choses sur la table parce qu'on va, avec les partenaires sociaux, tous ensemble, réfléchir sur la manière la plus satisfaisante de traiter cet objet compliqué. Et avant même d'arriver sur des négociations, là pour le coup hypersensibles, sur la question des salaires elles-mêmes, et sur les questions des salaires elles-mêmes, oui, on va devoir traiter de questions très basiques, très essentielles néanmoins pour parvenir au classement d'emploi. J'ai nommé les descriptions d'emploi qu'il faut réaliser de manière concertée, c'est bien aussi. Alors, une validation du salarié, c'est très bien, que ce soit fait par l'encadrant, c'est très bien, qu'il puisse y avoir une vision globale, une appréhension ou des propositions faites par les uns ou par les autres, fonction RH, organisation syndicale, sur ces sujets-là, mais ça va faciliter le travail par la suite. Ça va éviter d'avoir des problèmes ensuite, justement, de distinction ou d'hiérarchisation d'emploi. Ces confrontations-là, elles sont évidemment saines.
elles sont nécessaires, elles facilitent la vie, quoi. Elles facilitent la vie. J'assure en ce moment des formations dans une branche professionnelle à la suite d'un accord sur une grille de classification nouvelle. Ces formations-là, je les anime avec des représentants de la fonction RH, des représentants des organisations syndicales, des membres des commissions d'évaluation quand il y en a dans les entreprises, voire des encadrants, tous autour de la table, la même table au même moment avec le formateur qui raconte comment est-ce qu'il faut appliquer la grille de classification. Quelles sont les choses trappes, quels sont les problèmes à viser, quels sont les points qui permettent de réaliser convenablement ces évaluations d'emploi. Mais c'est le top du top, c'est la manière. Je sais qu'il y a un certain nombre de DRH qui viennent à ces formations en traînant des pieds en disant c'est quoi cette espèce de fourre-tout où on trouve de tout, on trouve tout le monde. On ne va pas pouvoir poser les questions qu'on veut parce qu'il y a des représentants des organisations syndicales. Soyons un peu ouverts sur ces questions-là, par pitié. En général, ce sont les mêmes d'ailleurs qui partent à la fin de la journée en disant mais c'était tout à fait intéressant parce que justement on a des questions, on voit les questions que les autres ont en tête, que les autres parties prenantes mettent sur la table et on n'aurait pas forcément mis sur la table ces mêmes questions. Ah ben voilà, merci, oui, très bien. Plus de coopération, plus de dialogue. En prime, c'est une arme anti-RPS, pas mal, risques psychosociaux. Et c'est une arme c'est une arme pro-égalité professionnelle. Et j'évoque notamment, en parlant d'égalité professionnelle, l'égalité homme-femme en matière salariale, qui n'est pas neutre du tout. Toutes les questions qui seront mises sur la table à propos de qu'est-ce qu'on fait en matière d'équité, qu'est-ce qu'on fait en matière de hiérarchisation d'emploi, qu'est-ce qu'on fait en matière de quels instruments on se dote pour faire de l'évaluation individuelle intelligente, le moins contestable possible, etc. Tout ça, ça amène à régler des problèmes avant qu'ils ne se posent. C'est anticiper les questions, encore une fois, d'égalité salariale, d'égalité professionnelle, de juste traitement, de traitement équitable des uns et des autres. Alors j'espère que je prêche à des convertis, mais je pense que c'est un point en tout cas qui m'importe et que je veux partager à chaque fois que j'évoque ces sujets-là. Troisième point, mon focus sur la reconnaissance des compétences. Alors là, c'est toute une affaire. La reconnaissance des compétences. Depuis longtemps, et en particulier depuis les travaux organisations syndicales, MEDEF, ANACT de la fin des années 90, tout le monde a réfléchi sur la question des compétences. Moi, je l'ai pris, cet aspect-là, sous l'angle de... c'est très bien de parler de compétences au titre de la formation, au titre du recrutement, au titre de l'employabilité, si on veut utiliser un vilain mot, mais il me semble qu'il y a un lien intéressant à faire, probablement là aussi en termes de motivation, un lien intéressant à faire entre les compétences, je vais définir ce que j'entends par là, et la rémunération. Si on dit compétences tout court et que c'est le mot valise habituel, on peut en rien en faire de manière opérationnelle. Moi, je ne peux pas traiter compétences dans un sens extrêmement large en matière de rémunération. D'abord, j'ai ma frontière, et ensuite, il est nécessaire de clarifier tout à fait ce dont on parle. Donc, les compétences mot valise, je n'en veux pas, et je dis comment est-ce que je peux traduire les compétences pour en faire un outil opérationnel et faire un lien avec la rémunération. Eh bien, si vous m'avez suivi dans mon premier point, et si on veut respecter cette frontière, contenu, manière, je choisis de mettre les compétences du côté du contenu du travail. Moi, je réalise un certain nombre d'entretiens des entreprises, là c'est plutôt le sociologue qui parle, mais très souvent, les salariés que j'ai sur ces questions en entretien, sur ces questions d'appréciation, sur ces questions de reconnaissance du travail, me disent spontanément, et c'est leur terme de salariés, ils ne sont pas des spécialistes, de la rémunération ou ne sont pas des chercheurs universitaires, me disent ce qui serait bien, c'est qu'on nous reconnaisse nos compétences. Mais on a dit ça, on n'a rien dit, hein. Mais ça m'importe de le savoir. Et là, qu'est-ce que vous mettez derrière vos compétences? D'après vous, c'est quoi les compétences? Et la plupart du temps, on ne parle pas de l'appréciation individuelle ou de la manière de travailler. C'est bien du contenu.
je fais un travail que ne fait pas forcément mon collègue, et pourtant on est au même niveau de classification. Est-ce bien normal ? Alors, on peut répondre oui, c'est un peu normal, parce que si on a un système d'emploi-repère au niveau d'une branche, eh bien, on procède par assimilation, donc les petites différences entre les emplois passent à la trappe. On peut agir autrement. On peut agir autrement, et c'est, d'ailleurs, j'ai rien inventé, c'est la philosophie de l'accord de la sidérurgie en 1990, la reconnaissance de, ils ont appelé ça à l'époque, de leur côté, les savoir-faire opérationnels validés. Savoir-faire opérationnel, on est dans le dur, on est dans les mains dans le cambouis, hein, j'aime à dire. Ça signifie que du mot valise compétence, j'ôte, je retire les savoir-être, qui appartiennent aux comportements professionnels, et les comportements professionnels, c'est de l'autre côté de ma frontière. Donc, là-dessus, on peut dire que des compétences, du coup, ça ressemble beaucoup à des activités de travail, des activités opérationnelles, qu'on est capable d'écrire avec un verbe à l'infinitif en français intelligible. On est capable de faire ça. À partir du moment où on a réalisé ce travail, on peut procéder à une évaluation qui n'est plus globale, j'évalue un emploi, mais qui devient une évaluation de chacune de ces compétences, modules, activités, on utilise le terme qu'on veut, ça ne me gêne pas, de manière distincte. Et on a, de cette façon, une manière de recomposer des situations de travail, celle de M. Martin, celle de Mme Dupont, à partir de ces activités. Quelles activités maîtrise-t-il, maîtrise-t-elle? Et c'est sur cette base-là qu'on va déterminer le niveau de classification. Alors, c'est pas nouveau, je l'ai dit, c'est pas généralisé, par chance, d'une certaine façon. Souvent, on me parle de... vous avez en tête peut-être les travaux de Philippe Zarifian sur le sujet, le modèle de la compétence. Y a-t-il modèle de la compétence? Peut-on utiliser les compétences en termes de rémunération en créant une lame de fond, hein, à la façon des critères classants en 75 ou à la façon des grilles régionales en 36? Et je ne crois pas. Je ne crois pas parce que précisément, on est là dans une logique extrêmement complexe, compliquée à mettre en œuvre, donc longue. Il faut que les partenaires sociaux l'aient en tête dès le début, qu'on se lance dans une petite aventure, alors très très intéressante du point de vue du dialogue social pour le coup, mais évidemment qui a des effets collatéraux, notamment la lourdeur, la complexité, la difficulté de convaincre aussi dans les entreprises par la suite. Donc à utiliser à dose homéopathique, ou plutôt à utiliser là où on en a vraiment besoin. Moi, j'accompagne des différentes branches, donc, et dans un certain nombre de cas, je dis, mais vous n'avez pas besoin de ça. Les emplois repères vont satisfaire tout à fait, parce qu'on est dans des branches homogènes, où on a une logique d'emploi qui se ressemble les uns par rapport aux autres, et qui se ressemble d'une entreprise à une autre. Pas de souci. Quand on est, je vais prendre l'exemple de ma branche fétiche, dans les sociétés anonymes de HLM, régies par délégation dans le logement social, et qu'on a des gardiens d'immeubles qui sont pour les uns dans une barre HLM, pas citée pour pas stigmatiser, mais avec une chaufferie, avec des cages, avec des ascenseurs, avec des feux de poubelle le cas échéant ou pire, c'est pas tout à fait le même job que quand on est gardien dans une petite résidence d'étudiants avec des espaces verts autour. Or, si on s'en tient il y a quelques emplois repères au niveau de la branche, eh bien on lamine toutes ces différences et on ne peut pas en rendre compte. Au travers des activités et des compétences reconnues, on est en capacité de le faire. Et c'est évidemment une opportunité, encore une fois, une opportunité de dialogue social, une opportunité technique pour reconnaître le travail au plus près du réel, sans tomber naturellement dans le détail de la micro-tâche que l'un ferait par rapport à l'autre. Il ne s'agit pas de ça. Et donc, raison pour laquelle on est parvenu dans le dernier accord signé en fin 2013 dans les HLM sur 32 activités. 32 activités pour le personnel d'immeubles, de manière générale, le personnel d'immeubles, gardiens, etc. 32 activités qui vont permettre, recombiner les unes aux autres en fonction des situations de travail, de reconnaître des situations particulières et non pas des emplois éthérés, des emplois standards que les négociateurs nationaux ont repérés au cours de la négo au niveau de la branche.
Alors, vous entendrez parler tout à l'heure de notre exemple, cette fois d'entreprise, la SACEM en l'occurrence, qui a utilisé ce système également pour reconnaître le travail. Donc on est dans une logique assez proche, pas sur des gardiens d'immeubles, mais on est dans des logiques assez proches. C'est-à-dire que les entités, nous sera expliqué tout à l'heure sans doute, les entités régionales, locales de la SACEM, donc, collecte des droits d'auteur, restitution et répartition auprès des sociétaires, peuvent être extrêmement différentes, du point de vue organisationnel. On peut organiser l'entité de manière différente, et puis on a affaire à des logiques locales potentiellement différentes aussi. On ne va pas aller faire le même travail de manière systématique en passant dans une rue pour vérifier si le commerçant a de la musique ou pas dans son lieu de commerce, et si on a énormément de discothèques à traiter. Donc voilà, cette différenciation, ces différences-là ne peuvent pas être reconnues avec une multitude d'emplois repères, permettent de l'être avec de la reconnaissance d'activité ou de compétences. J'étais récemment dans une aciérie d'ArcelorMittal, donc la suite d'Usinor façon 1990, accord à Cap 2000, et le système fonctionne toujours. Le système fonctionne bien sur ces activités repérées sur lesquelles on forme les personnes qui sont validées ensuite. Et d'une certaine façon, le DRH et les salariés et chefs d'équipe que j'ai rencontrés tenaient des discours sur cette option compétence qui allait presque au-delà de ce que j'ai moi-même en tête quand je mets en œuvre ce type d'approche. Tout à fait intéressant de voir que moi ça me rassure d'une certaine façon. Je me dis c'est pas un truc de consultant là, d'un télo ou de chercheur. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout pour se faire plaisir. C'est vraiment parce qu'il y a un besoin et qu'on y répond avec le bon outil. Et donc 1990-2014, ça continue de fonctionner. Moi, ça me rassure plutôt, ça me paraît, voilà, parce qu'on est dans un contexte qui le nécessite, parce qu'on est dans une logique qui a fait ses preuves, voilà, qui s'est ancrée dans le réel, et donc tout le monde raisonne de cette façon-là. C'est plutôt, c'est extrêmement positif. Et à la fin de l'entretien avec c'est même pas le DRH, c'était le dirigeant du site, je lui dis, l'une des difficultés pour convaincre là-dessus, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, hein, vous avez bien compris, mais l'une des difficultés pour convaincre, quand on sent qu'il y a une nécessité d'aller sur ce terrain-là, c'est le lien avec ce que ça rapporte. Voilà, parce que le DRH, forcément, il a sa masse salariale dans la tête, et puis à juste titre, et puis il se dit, ben voilà, les compétences, ben, ça peut me coûter de l'argent peut-être. La reconnaissance des compétences, ça peut peut-être me coûter de l'argent. Et la question c'est, mais oui, mais est-ce que ça rapporte ? Et je faisais part de cette difficulté au directeur industriel, au directeur de l'établissement, et qui m'a répondu, mais moi je vous le montre, il n'y a pas de souci, ça rapporte, je le sais, je l'ai vu, ça s'écrit, ça se démontre. Bon, bah alors là, si ça, en plus ça se démontre, alors c'est le bout du bout. Et pardon, au passage, sur ces questions de compétences, il y a un lien tout à fait intéressant, non plus entre compétences et rémunération, mais un lien entre compétences et organisation du travail. Et c'est ce que les travaux de la sidérurgie avaient bien marqué à l'époque, et ce qui se vérifie, c'est-à-dire qu'il y a une interaction forte, une boucle de rétroaction, diraient les systémistes, entre l'organisation et la reconnaissance des compétences dans la classification. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'on s'appuie naturellement sur une organisation du travail donnée pour établir des hiérarchies d'emploi, d'activité ou de compétences en l'occurrence, et que le système de reconnaissance lui-même, la classification, va produire des effets sur l'organisation. Elle va en produire beaucoup plus si naturellement on s'appuie sur des compétences ou des activités reconnues que si on s'appuie sur des emplois repères standards. Et elle est vertueuse, cette boucle, ce système. Il est vertueux, ce système, parce que agissant sur l'organisation du travail, c'est bien sûr la prérogative de l'employeur d'organiser le travail, de répartir le travail, mais néanmoins,
si le salarié a la conscience, a la visibilité sur la manière dont lui-même agit sur l'organisation du travail, alors là aussi, en termes de dialogue social et de relations professionnelles, on est à des niveaux bien plus élaborés qu'on ne l'est dans une simple grille de classification, encore une fois, qui peut parfaitement s'entendre ici ou là, mais qui vise juste à dire, voilà, vous êtes dans tel emploi, vous assurez telle ou telle activité, vous êtes donc dans tel emploi repère de la branche. Et enfin, pour terminer sur ce point, je cite souvent la différence de gestion, la différence de traitement qu'il y a eu à l'époque entre à l'époque Usinor, donc, ou Usinor-Sacilor, 1990 et Péchinet, devenu Constellium depuis, mais je vais utiliser les anciennes appellations pour pas être anachronique. Usinor, c'était justement les compétences vont générer des effets sur l'organisation et tout ça est dans une logique globale intéressante. Péchinet à l'époque crée son usine en 1992, sauf erreur, à Dunkerque. Nouvelle usine, nouveau mode d'organisation. Formidable. Et tout le monde est ravi de ce modèle d'organisation. Équipe autonome, responsabilisation, tout le monde est absolument ravi, cadre et non cadre. Et néanmoins, tout le monde se met en grève 2 ans plus tard, tout le monde, cadre et non cadre, à la porte de l'usine en disant c'est formidable notre organisation du travail, ne touchez à rien, mais qu'est-ce qu'on fait en matière de reconnaissance? Et donc on a pris l'un de mes 2 éléments, en premier, différent. Dans un cas, on part de la reconnaissance, dans l'autre cas, on part de l'organisation. Les choses sont possibles, mais simplement, il ne faut pas oublier le passage par la case reconnaissance quand on agit également sur l'organisation. À l'époque Péchinet, c'était Jean Gandois et Martine Aubry, comme vous le savez sans doute. Donc 4e et dernier point, le point sur cette difficulté de traiter l'évaluation personnelle, l'individualisation salariale, l'appréciation individuelle, de manière un peu objective. On a, alors à supposer, je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais à supposer que quand même le débat autour de est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il n'en faut pas, on le traite sous la forme de, non pas il en faut, mais on peut difficilement faire sans. On peut difficilement faire sans. Dans le bouquin, j'ai pris pas mal d'exemples historiques qui montrent qu'il y a eu pas mal de tentatives, ici ou là. Et je ne vais pas les citer toutes, mais il y en a une première qui est la révolution russe du début du XXe siècle, avec une logique d'égalité salariale qu'on remet en cause peu de temps après, justement en montrant que du point de vue de la responsabilisation, du point de vue du rendement, du point de vue avec les termes d'époque, c'est pas satisfaisant. Et donc, d'ailleurs, si j'ai encore un peu de temps, là, les autorités de l'époque disent les primes spéciales ne peuvent être donc on revient sur l'égalitarisme, les primes spéciales ne peuvent être attribuées qu'aux travailleurs qui ont fait preuve d'esprit d'initiative, qui sont arrivés à des résultats satisfaisants dans l'organisation du travail de l'entreprise, ou bien qui ont contribué à la réduction des prix de revient, à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, à l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise, à l'amélioration des conditions de travail, intéressant ça, à la réduction des faux frais, à l'exécution du plan des exportations. Voilà. C'est tout à fait intéressant de voir qu'on a besoin de ce moteur. Alors je passe aussi sur les exemples LIP années 70, dans lesquels, alors parler de LIP ici, enfin, c'est bien connu, mais grand mouvement social, conflit, etc. On fabrique, on vend, on se paye. Et oui, mais au moment où on se paye comment? De manière égalitaire ou pas? Et on a vu une scission, ceux qui connaissent l'histoire de LIP, on a vu une scission entre 2 groupes. Ceux qui voulaient de l'égalitaire, dans une logique égalitaire, et puis ceux qui disent non, il faut quand même que ce soit proportionnel au salaire antérieur. Alors même qu'une partie du salaire versé l'était par le chômage et était à hauteur de 42% du salaire antérieur. Donc cette partie-là était déjà proportionnelle au salaire. Eh bien, ça n'a pas suffi pour faire passer l'idée que la paye interne, la paye légitime, mais, comment disait-il, j'ai oublié le terme, la paye qui s'attribuait eux-mêmes, voilà, ne méritait pas, ne pouvait pas être égalitaire, et ils ont lâché là-dessus. Ils ont fait du proportionnel. Et puis enfin, on a l'exemple de Cuba, sympathique, mais voilà, Cuba, égalitarisme salarial jusqu'à 2008.
2008, fin de l'égalitarisme salarial, parce qu'on ne s'en sort pas, on a besoin de... je ne sais pas s'il faut parler d'outils de motivation, je ne sais pas s'il faut parler on a besoin, d'une façon ou d'une autre, de rendre compte de l'implication, de l'apport que les uns et les autres apportent dans les équipes de travail et au travail. Au passage, ne voyez pas dans ce que je dis une espèce de forme d'élitisme, naturellement. Quand je parle d'individualisation salariale pour ce qui me concerne, c'est pas seulement les meilleurs de l'équipe ou ceux qui bossent plus ou qui bossent... certes, ça peut être cela, mais il y a aussi tous ceux qui progressent d'un instant T à un autre, qui progressent sur la base d'objectifs, par exemple, d'une période à une autre, qui sont à reconnaître. Et il y a aussi les gens qui bossent en rythme de croisière, qui font leur bonhomme de chemin, qui ne sont pas les flèches de l'équipe, qui ne sont pas les Formule 1 du coin, mais simplement qui apportent une contribution tout à fait essentielle au fonctionnement de l'organisation aussi. Et tout ça, ça se reconnaît. Et il ne s'agit pas de se dire, une fois tous les 3 ans, on file une augmentation de salaire à l'un ou à l'autre parce qu'on s'assure de la paix sociale. Il s'agit de se dire, pour de bonnes et vraies raisons, parce qu'en rythme de croisière, vous assurez un travail relativement efficace et que donc on vous reconnaît, etc. Ou bien parce que vous êtes excellent et excellentissime, et que, ou bien que, voilà, etc., etc. On a de bonnes raisons, on a très souvent de bonnes raisons d'augmenter chacun des salariés. Alors en disant ça, je renverse la balance, donc je dis mais attention, on n'est pas seulement dans une logique on ne réinstille pas une forme d'égalitarisme sur la base de l'individualisation salariale. On fait de l'individualisation salariale quelque chose d'intelligent qui permet d'avoir une vision équitable, une vision acceptable par l'ensemble du corps social sur ces questions de rémunération. Donc on peut difficilement faire ça en petit 1. Et 2, par contre, on arrive sur la question de comment le fait-on. Comment le fait-on de manière intelligente et pertinente. On a pour ça un certain nombre d'indicateurs. On doit se doter d'un certain nombre d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont pertinents, et notamment qui nous amènent sur la question de la coopération avec les autres, naturellement. Les systèmes d'appréciation individuelle qui ne visent que votre travail à vous, Monsieur Martin, Madame Dupont, ça nous amène aux pires extrémités, comme vous le savez. L'intérêt, c'est d'utiliser l'individualisation salariale comme une façon de reconnaître la manière dont on passe l'information, dont on coopère avec ses collègues, dont on agit ensemble au sein d'un groupe projet, etc. Et tout ça, naturellement, ça doit être très visible, ça doit être très prégnant dans le système, de telle sorte qu'on n'encourage pas, naturellement, à faire de la compétition entre les salariés. Alors à ce titre, oui, moi je dis les indicateurs valables, c'est de la coopération, c'est de la fiabilité dans le travail, c'est de la réactivité, c'est faire face à des situations, etc., etc. Comment est-ce que j'agis, moi, en tant que personne, dans mon travail pour aller... Voilà. Après, on peut y ajouter des aspects quantitatifs quand ça a du sens, par pitié. Mais par contre, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont très fréquemment utilisés, et qui sont, excusez du peu, source de discrimination. Moi, je m'amuse là aussi beaucoup, enfin je m'amuse, dans les entreprises, quand je réalise des groupes de travail autour de comment est-ce qu'on pourrait bâtir ce système d'appréciation individuelle et quels indicateurs on pourrait prendre en compte. Et souvent, les salariés eux-mêmes, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Alors peut-être on pourrait faire l'exercice maintenant. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est la disponibilité. Celui qui est disponible, voilà, ça mérite une reconnaissance, ça mérite quelque chose. La disponibilité, c'est une source de discrimination des femmes en termes salariales. Ça peut paraître brutal, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que, compte tenu de la société civile dans laquelle on se trouve, de la répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes, etc., etc., eh bien, celui qui est plus disponible dans l'entreprise, c'est plus souvent un homme qu'une femme. Mais c'est dangereux, ça, c'est hyper... On s'étonne ensuite d'un écart de salaire entre hommes et femmes. J'ai des explications, il n'y a pas de souci. Donc est-ce qu'on agit sur ces questions-là ou pas? Est-ce que dans le système d'appréciation individuelle de l'entreprise, on marque en gras que, en effet, on n'utilise pas chez nous le critère de disponibilité pour reconnaître le travail, la qualité du travail réalisé? Parce que ce n'est pas le sujet. Intéressant. Pareil pour le temps partiel au passage. Temps partiel, comme par hasard, 90% de femmes qui sont au temps partiel. Moi, j'ai croisé déjà des DRH qui, les yeux dans les yeux, me disent « mais je ne vais quand même pas donner la même augmentation à quelqu'un qui est en temps partiel par rapport à quelqu'un qui est à temps plein ».
Excusez-moi, monsieur, on ne s'est pas bien compris. Je veux dire, bien sûr, l'augmentation, elle sera proportionnelle au salaire, n'est-ce pas? Non, mais je ne parle pas de ça. Il dit, mais même si elle est proportionnelle au salaire, je ne vais quand même pas récompenser quelqu'un de son implication à minima, c'est-à-dire à mi-temps, par rapport à quelqu'un qui est là à plein temps. Chercher l'erreur ensuite en termes d'égalité salariale, quoi. C'est épouvantable. Alors voilà, il faut convaincre là-dessus. En disant tout ce que je vous raconte, ce sera peut-être ma conclusion, j'ai bien conscience que, moi c'est ce que je pratique dans les entreprises, dans les branches. C'est pas un monde merveilleux, c'est, me semble-t-il, quelques bonnes pratiques sur le sujet. Cela dit, je sais que ça ne se pratique pas forcément comme ça partout. Là où je passe, j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Là où je ne passe pas et où j'ai accès malgré tout, j'observe qu'en effet, on n'est pas sur ces logiques-là. On a juste un travail de pédagogie, de conviction à faire sur le fait que toutes ces concertations, toutes ces négociations, tout ce dialogue autour des outils, des indicateurs, des manières d'évaluer les emplois, tout ça, c'est riche de relations professionnelles, de dialogue social, de toutes ces sortes de choses qui facilitent au bout du compte et à long terme, à moyen terme même, la pérennité de l'organisation, le fait de vivre ensemble, en milieu de travail et de manière confortable. Alors, je ne suis pas un utopiste, hein, je vous assure que ça marche. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, je pense que j'ai utilisé le temps imparti. J'ai donc été ravi de livrer auprès de vous quelques convictions, quelques bonnes pratiques, et je cède la place donc aux pratiques réelles qui sont peut-être moins enjolivées et qui vont poser un certain nombre de difficultés. Voilà, mais je reste avec vous toute la journée et s'il y a des échanges par la suite qui méritent, je me permettrai de réintervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu sur cet objet compliqué et qui, précisément pour cette raison, nécessite concertation et confrontation, des confrontations qui sont nécessaires. Et même si, ce que je retiens, c'est qu'un cordon sanitaire doit être tiré entre l'évaluation de l'emploi et l'évaluation du travail. Voilà, donc c'est peut-être ce qu'on peut retenir dans cette profusion d'informations et d'éclaircissements.